Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV et comme tous les jours, on commence cette émission par une page d'actu et notre dossier du jour est consacré à l'après-Kirk. La tempête s'est abattue sur l'Ile-de-France provoquant des inondations records, un bilan alarmant et des dégâts majeurs pour les communes d'Ile-de-France ainsi que les agriculteurs de la région qui ont été déjà impactés par des moissons catastrophiques. Les conséquences du dérèglement climatique sont de plus en plus visibles. Comment réagir? Comment réparer les dégâts? Comment se prémunir et qu'attendre de nos assurances? La réponse avec nos invités dans une minute. En culture, la veuve rusée de Goldoni revient et s'installe au Bouffe parisien pour une comédie piquante dans un décor absolument magnifique. Deux des comédiens sont avec nous dans l'émission dans une vingtaine de minutes. Aujourd'hui, dans Les Secrets d'Île-de-France, Brandon Noiret revient sur l'affaire Dreyfus 130 ans après le jour de son arrestation. C'est tout à l'heure dans l'émission également. Et c'est parti, on commence avec l'actu. Et une nouvelle tempête a touché la France la semaine dernière. Thomas, est-ce que vous voulez bien nous faire un petit point sur celui ou celle qu'on appelle Kirk ? Oui, en fait c'était un ouragan qui est venu des eaux chaudes du Cap-Vert et qui s'est amplifié au cœur de l'Atlantique avant de se résorber à l'approche du territoire français. Donc en fait on l'appelle ouragan ou ex-ouragan parce que son degré d'intensité a évolué au fil du temps. Il est arrivé donc par l'océan Atlantique et a donc touché la façade ouest de la France. Le sud-ouest a été particulièrement touché avec des crues exceptionnelles ou des vents très très puissants. Et dans les jours qui ont suivi, c'est le reste de la France et la partie est qui a été touchée par Kirk. On parle d'intensité record. Qu'est-ce qui s'est passé exactement ? Oui, alors on parle d'intensité, on parle de vent, d'inondation. Malheureusement, il y a une personne qui est décédée lors de ce passage de Kirk. C'est un plaisancier qui a perdu la vie sur son bateau à Sète, près de Montpellier. Mais oui, il y a eu beaucoup de chiffres records un petit peu durant ce passage de Kirk. Avec un pic de la tempête. Oui, avec un pic de la tempête entre mercredi et jeudi. À partir de vendredi déjà, ou fin de journée de jeudi, ça commence à s'atténuer. Et on a à Paris, par exemple, la journée de mercredi a été la deuxième journée la plus pluvieuse de l'histoire, avec 70 mm de pluie sur une seule journée. Le précédent record, qui est toujours d'ailleurs en première place, c'était en 1920, le 17 octobre, avec 74 mm par jour. Donc on se rend compte quand même de l'intensité. On n'est pas très loin. On n'est pas loin. 4 mm, c'est peu. Mais, petite anecdote, il y a même l'Assemblée nationale. Oui, on a vu un tweet de François Ruffin montrant des images où le toit un peu s'effondre. En tout cas, des perles sortent de ce toit de l'Assemblée nationale. Jeudi matin aussi, on a eu 65 000 foyers qui ont été privés d'électricité en France. Et on a aussi le vent qui a soufflé très fort. Dans le sud, on parle de certaines rafales à plus de 200 km/h. En effet, donc beaucoup d'inondations très importantes et des vents très violents également. En Ile-de-France, quelles sont les conséquences liées au passage de Kirk ? On a eu surtout beaucoup de pluie qui n'a pas arrêté de tomber pendant des jours et des jours. Au début de la tempête, en fait, beaucoup d'axes routiers ont été bloqués. On parlait de 400 km d'embouteillage. Donc, à Paris, en fait, il n'y a pas que le problème des voitures, il y a aussi l'eau qui empêche de rouler. Mais qui dit grosse pluie, dit aussi donc inondation. Vendredi, 365 personnes ont été évacuées en Essonne. Et aussi, la Seine-et-Marne a été un des départements d'Île-de-France qui a été très touché. Il a été même considéré comme en vigilance rouge crue en France. Et le Grand Morin, qui est une des rivières qui passe dans la Seine-et-Marne, a atteint son record avec 3,75 m d'eau dans ses plus grandes crues. Et 141 communes ont été touchées dans la Seine-et-Marne sur les 507 qu'elle en contient. Est-ce qu'on peut considérer, Thomas, maintenant que Kirk est enfin derrière nous ? Oui, on peut dire ça. Victoire, c'est terminé, c'est derrière nous. On l'a vu d'ailleurs ce week-end, des chaleurs qui ont un peu réaugmenté, un temps un peu plus calme. Oui. Donc la décrue s'est accélérée en France entière d'ailleurs, pas qu'en Ile-de-France. Mais on remarque surtout que les phénomènes météorologiques ils deviennent de plus en plus extrêmes au fil du temps, au fil des années. Et ils touchent tout le monde, il n'y a pas de jaloux. Tout le monde, parce que je peux faire référence par exemple aux États-Unis avec l'ouragan Milton, où il y a encore quelques semaines, l'ouragan Hélène qui avait lui touché le sud-est des États-Unis. François Gemène, vous êtes climatologue. J'ai une question. Pas climatologue. Je travaille sur les questions de gouvernance du climat, mais je ne suis pas climatologue. Pardon. Alors, mais vous êtes spécialiste, vous connaissez bien, en tout cas, comment ça fonctionne. Oui, c'est mon métier. J'ai une question pour vous. Professionnel. Est-ce que le problème est lié au réchauffement climatique ?
Oui, alors on ne peut pas le dire pour une tempête en particulier. C'est toujours délicat, en l'état actuel de la science, d'attribuer un événement spécifique au changement climatique. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'un des effets du changement climatique, c'est effectivement d'augmenter à la fois la fréquence et l'intensité des phénomènes extrêmes. Donc à la fois des canicules, mais aussi des précipitations exceptionnelles. Et comme lorsque l'atmosphère se réchauffe de 1 degré, elle contient également 7% d'humidité en plus, comme là on est déjà à plus 2 degrés en France par rapport à la moyenne d'avant la révolution industrielle, ça veut dire qu'on a environ 14-15% d'eau en plus dans l'atmosphère, et donc quand elle tombe, évidemment, ça fait davantage de précipitations. Merci pour cet éclairage. On va continuer d'en parler avec vous également, Grégoire Dupont. Vous êtes directeur général de l'AGEA, agence générale d'assurance. Et en visio avec nous, Thierry Desforges, qui nous rejoindra tout à l'heure. Il est agriculteur dans l'Essonne. Est-ce qu'on doit s'habituer, François Gemène, à la multiplication d'événements climatiques de ce type, à des dérèglements climatiques de plus en plus importants? S'habituer, on ne s'habitue jamais, vraiment jamais. En tout cas, on doit s'y préparer et on doit les anticiper. Pendant très longtemps, on a vécu dans une espèce d'ignorance où on s'imaginait que les impacts du changement climatique, c'était pour les générations futures, c'était pour les pays du Sud, enfin, bref, c'était pas pour nous, on n'était pas directement concernés. Là, on se rend compte de plus en plus souvent que nous sommes directement concernés, qu'il y a des impacts économiques qui sont très lourds. L'agriculture est un des secteurs les premiers touchés, mais c'est pas le seul, et qu'il y a également des enjeux de protection, non seulement des infrastructures, mais aussi des vies humaines. Bien sûr. 6417 arrêtés de catastrophes naturelles au titre des inondations depuis 1982 en Île-de-France, et on voit que ces chiffres ne font qu'augmenter finalement. Est-ce qu'on sait pourquoi est-ce qu'on connaît des volumes de précipitations, d'inondations aussi importants? Oui, comme je le disais, plus l'atmosphère se réchauffe, plus elle contient de l'humidité. Donc Mais c'est uniquement pour cette raison-là? Ah, c'est principalement pour cette raison-là. Alors il y a évidemment ici, dans des cas de tempête ou d'ouragan, le fait que ce sont des dépressions qui vont se former au-dessus de l'océan. Les ouragans se forment à cause de la différence de température entre la température de l'air et la température de l'eau. Et donc plus cette différence est extrême, plus l'ouragan va être violent, ce qui explique des ouragans très virulents, comme ceux qu'on a connus surtout aux États-Unis, Hélène et Milton, et dans une moindre mesure Kirk chez nous. Et donc, effectivement, c'est cela qui explique que, tendanciellement, nous avons de plus en plus de précipitations. 748 mm de précipitations depuis janvier, contre 614 mm en moyenne sur l'ensemble d'une année. On se rend bien compte que cette année, on est quand même largement au-dessus de la moyenne. Cette année va battre sans doute tous les records de pluviométrie, effectivement, oui. Et donc, c'est inquiétant. Du côté des assurances, est-ce que vous avez aussi remarqué cette recrudescence des événements climatiques et donc derrière des dégâts liés, hein? Oui, on le voit. L'assurance est, je dirais, en réparation, après coup. Donc c'est l'ensemble des sinistres, dans le jargon assurantiel, l'ensemble des coûts de reconstruction, de réaménagement des voiries, de réaménagement des ensembles urbains, de réaménagement des maisons. Donc on voit ces coûts qui augmentent. On le voit depuis les années 80, vraiment. Comme le disait M. Gemène, c'est pas un problème pour demain, c'est un problème économique maintenant. Les coûts de l'assurance augmente, c'est les coûts des sinistres subis par les Français, les Franciliens par exemple, ces derniers jours. Donc oui, ça augmente et ça de plus en plus. Et ça va continuer d'augmenter si on suit la tendance. Hein. On suit la tendance par l'ensemble des études scientifiques qui sont données et par voie, je dirais, de conséquences vraiment mathématiques. Le coût à indemniser augmente. J'ajoute un élément aussi qui accroît ces phénomènes naturels, c'est notre propre impact sur le territoire. Vous construisez de plus en plus de maisons, vous construisez de plus en plus d'usines. Ah, c'est une habitante qui disait ça, justement, d'Île-de-France. On l'écoutera tout à l'heure, mais elle disait justement que le bâti avait un lien très fort tout également. Il y a un lien avec le bâti, et c'est la valeur des choses que nous mettons. Vous mettez en place une maison avec beaucoup de domotique, par exemple. Donc vous avez deux mouvements, de plus de fréquence d'événements climatiques, et le coût des réparations augmente parce que nos habitudes de consommation, nos habitudes de vie sont de plus en plus sophistiquées. Donc il y a bien deux moteurs. Il y a aussi, et bien sûr dans le moteur humain, il y a aussi un élément, c'est par exemple l'artificialisation des sols, on parlera tout à l'heure, etc. Donc il n'y a pas que le climat, il y a aussi notre propre action d'hommes et de femmes, de présence d'une société, qui impacte vraiment ses coûts et ses dommages. Juste sur les coûts, je pense que c'est quand même utile de donner le chiffre. Les coûts des sinistres climatiques pour les assureurs français l'an dernier, c'est 6,5 milliards d'euros. Et c'est un coût qui double tous les 5 ans. Corrigez-moi si j'ai une bêtise. Donc c'est un modèle qui n'est pas viable. Ça pose des questions, en tout cas. Ça pose des questions. Alors, l'assurance, c'est les mathématiques, c'est tout simple. Vous payez votre prime d'assurance MRH, comme on dit, l'assurance habitation, on la paye tous et on calcule une fréquence et une intensité. Donc c'est des mathématiques, c'est des grands ingénieurs qu'on appelle actuaires qui travaillent dans les compagnies d'assurance. De probabilité, finalement. Des probabilités, tout à fait. On regarde dans le rétroviseur et on regarde en avant.
il n'y a pas de problème mathématique, mais il y a une limite. Il faut augmenter les primes. Mais jusqu'à quel niveau, nous, citoyens français habitant la région, étant d'accord pour surmonter cette charge? Sachant que les charges sont aussi réparties en fonction des risques plus ou moins... Bien sûr, prenez le risque de submersion marine. En France, on a largement un modèle d'assurance qui est mutualiste, mais ça va devenir compliqué demain en Ile-de-France. Imaginez que vous disiez à un habitant de Clermont-Ferrand, votre prime d'assurance habitation, elle est multipliée par 4 ou par 5 pour couvrir le risque de submersion marine en Vendée. Ça va être compliqué. Comme le disait Henri de Castres quand il était PDG d'AXA, moi, un monde à plus 4 degrés, je ne sais plus l'assurer. Ça, c'est intéressant. Alors, il y a quand même un point à préciser. Je ne sais plus assurer, c'est-à-dire les primes d'assurance que je vais demander, les Français et les habitants de notre planète ne les accepteront plus. Parce qu'elles seront trop élevées. Parce qu'elles sont trop élevées au regard de la valeur économique. Peut-être un point, si vous permettez, sur la chance qu'on a en France, malgré tout. Vous dites, moi, la submersion marine, ça ne me touche pas. Eh bien si, dans votre propre assurance MRH, même en appartement, même loin de la côte, nous payons tous une fraction de nos primes d'assurance, de nos cotisations, qui va à un fonds national qui permet... Solidarité nationale, finalement. Donc, on est tous... Et à l'inverse, d'autres dynamiques sont en jeu quand on est, par exemple, habitant de Paris et d'Île-de-France sur d'autres questions que la submersion marine, évidemment. Les crues de la Seine, par exemple. ça, pour l'instant, un peu moins ça vous touche un peu plus, peut-être. Et je me sens plus concernée, c'est vrai. Une procédure accélérée de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle a été lancée par le ministère de l'Intérieur, notamment à la demande du préfet de Seine-et-Marne. Est-ce que c'est justifié ? Oui. Au vu de la situation. Oui, c'est la compétence des préfets d'instruire les dossiers sur la demande des communes. Bon, on a tous vu les images, il n'y a pas d'ambiguïté sur... ça vous paraît justifié? Ça devrait tout être justifié. Après, il y a quand même une petite précision qu'il faut avoir, c'est que les préfets font une enquête, remontent ça à un comité interministériel pour une décision du ministre. L'enjeu, finalement, c'est le périmètre. Quelles sont les communes qui vont être touchées? Réellement concernées. Alors, depuis quelque temps, les ministères ont plutôt une approche assez large pour n'oublier personne. D'accord. Donc on a tendance peut-être à être trop généreux sur le découpage? C'est la première étape, c'est pour que chacun puisse accéder éventuellement à l'indemnisation de catastrophe naturelle. Après, il y a un point, c'est que chaque sinistré, quelqu'un qui a vu sa maison ayant eu les pieds dans l'eau, doit faire lui-même des démarches auprès de son assureur. On va y revenir. C'est pas l'arrêté CatNat qui déclenche automatiquement. Non, mais ça permet d'accélérer les procédures, c'est ça? C'est indispensable. S'il n'y en a pas, ça ne déclenche pas les fonds publics que j'ai évoqués tout à l'heure. Quand on voit les dégâts qui sont causés, est-ce que ce sont des choses qu'on peut anticiper, notamment en se basant sur des prévisions climatologiques, en se disant on va attendre des crues et des inondations importantes? Qu'est-ce qu'on peut maîtriser? Bien sûr, c'est tout le travail que nous faisons notamment au GIEC pour essayer de modéliser... Parce que vous êtes professeur à HEC et président du conseil scientifique de la FNF. Voilà, j'étais un des auteurs du dernier rapport du GIEC. Et donc effectivement, un des travaux que fait la science du climat, c'est de modéliser les impacts du changement climatique. On essaie de le faire à une échelle de plus en plus fine, de manière à pouvoir anticiper au mieux les impacts du changement climatique. Mais anticiper quoi ? De savoir quand on va avoir, par exemple, une crue exceptionnelle, de manière à pouvoir prévenir les habitants pour les évacuer, par exemple. Tout à fait. De manière à pouvoir mettre en place des protections, des sacs de sable, etc., contre les inondations. Et de manière surtout à pouvoir réfléchir à plus long terme sur la transformation du bâti. On sait qu'on a parfois fait un peu n'importe quoi en termes d'aménagement du territoire. On a énormément bétonné, ce qui évidemment accentue le risque d'inondation. Il va falloir revoir les politiques urbanistiques, à la fois pour faire face au risque d'inondation, mais aussi pour faire face au risque de canicule. On sait que nos villes sont trop minérales et qu'il faut les végétaliser pour faire baisser la température en ville. C'est pour ça que c'est un petit peu perturbant, ces sujets autour. J'appelle ça plutôt le dérèglement climatique, puisque on observe c'est une grande variété d'impacts. Exactement, on observe des crues très importantes, des inondations majeures, on observe des incendies, principalement dans le sud de la France, mais dû à la sécheresse. On est un peu perdu quand même. On se dit comment est-ce qu'on peut tout anticiper ? C'est pour ça qu'il faut absolument s'adapter, et nous avons aujourd'hui des modèles scientifiques qui permettent d'anticiper cela, et donc ça serait une folie que de ne pas vouloir essayer d'anticiper et d'adapter ça. Imaginez que pendant le Covid, on ait eu les vaccins avant, imaginez qu'on ait su de quel type de virus il s'agissait et qu'on n'ait rien fait du tout et qu'on ait simplement attendu que le virus se répande. On est un peu dans la même situation pour le moment. Nous avons tous les rapports et tous les documents scientifiques qui nous permettent d'anticiper ça pour essayer de réduire les dommages. Peut-être aussi juste à très court terme dans l'anticipation, sur le Grand Morin par exemple, on a pu prévenir 24 heures avant. Évidemment, ça aurait été mieux. On a pu prévenir 24 heures avant les habitants. Ça limite toujours les dégâts dans tous les cas. Et ça évite les prises de risques. Sur les simulations marines, Thomas parlait tout à l'heure de la personne qui est décédée. Tout à fait. Donc on arrive quand même avec, à moyen terme et à long terme, c'est indispensable, mais à court terme, on arrive à des choses
assez intéressantes quand même. En submersion marine, par exemple, on est loin d'Île-de-France, on a des SMS généralisés qui vont sur les assurés des compagnies d'assurance. Donc on a quand même on a beaucoup de choses, plus qu'il est nécessaire maintenant d'agir. J'aimerais qu'on écoute la maire de Crécy-la-Chapelle qui s'est exprimée sur le sujet et qui a fait part aussi de son désarroi par rapport aux habitants de la commune, justement. Je pense que vous constatez comme moi, Crécy est envahi par l'eau. On est monté jusqu'à 1,40 m. Il y a eu à peu près 167 évacuations. On a ouvert le gymnase. Il y a eu quelques personnes qui ont été hébergées, mais la plupart ont voulu aller dormir chez des amis, chez des voisins. Ils ont besoin de confort, ils ont besoin de réconfort. Alors justement, la maire le dit, ils ont besoin de confort, ils ont besoin de réconfort. C'est quoi la première étape quand on est concerné par une situation comme celle-ci? Est-ce qu'on appelle directement son assurance? Est-ce qu'on se met à l'abri? Bon, évidemment, on prend les gestes de premier secours. Si on est en danger, on se met à l'abri. On prend son téléphone, on appelle son assurance. Qu'est-ce qu'on fait? Le premier geste, c'est la mise en sécurité. Pardon de peut-être d'être basique. L'eau et l'électricité ne font pas bon ménage. Couper l'électricité. D'accord, mais voilà, c'est très important. C'est vraiment très important. On coupe l'électricité. On coupe l'électricité. On essaie de mettre en sécurité si on sait qu'on a les meubles, la machine à laver, le meuble, etc. sur des parpaings. Essayer de surélever au maximum pour limiter les dégâts et aussi des biens aussi, je dirais immatériels sur lesquels on peut avoir mis à la cave des archives, des photos, etc. Donc mettre en sécurité le maximum, mais quand même le premier point sur les parties électriques à avoir en tête. Quand même vraiment. Ensuite, suivant ce que précisent les pouvoirs publics, se mettre en retrait éventuellement. Donc quitter les lieux si nécessaire, mais là la sécurité civile, la préfecture fait les choses. Donc c'est vraiment le premier point, une mise en sécurité personnelle et ensuite matérielle. Ensuite, pendant le sinistre, on n'a pas grand-chose à faire, soit être à l'étage, soit être revenu dans la famille, etc. C'est à partir du moment où les autorités disent qu'il y a un reflux de l'eau, on peut commencer à faire quelque chose. Les premiers points, c'est vraiment prendre des photos. D'accord, un maximum de preuves. Un maximum de preuves pour, je dirais, identifier la hauteur de l'eau. C'est souvent le sujet, par exemple par rapport au câblage électrique, par rapport à un tableau électrique qui est un peu plus loin, par rapport à une machine, etc. Donc prendre énormément de photos, nettoyer. C'est très long, c'est très pénible. Mais c'est très important. Voilà, mais c'est très important de nettoyer. Faire sa déclaration au niveau de l'assurance, mais je dirais elle arrive après. Il faut d'abord mettre en sécurité. Je reparle de l'électricité, pardon. Oui, mais au moment du retour, faites passer un électricien avant de remettre le courant. Tout à fait. C'est des choses basiques, pardon, mais c'est important. Mais des fois, on prend les choses par le mauvais bout. Par exemple, on ne peut plus habiter chez soi parce que notre chambre est au rez-de-chaussée et qu'elle est manifestement inondée. Donc on prend une nuit d'hôtel, on se dit, bon, de toute façon, je ne peux pas vivre ailleurs qu'à l'hôtel aujourd'hui, je n'ai pas de famille dans le périmètre, je dois aller travailler demain. On prend une nuit d'hôtel et puis on se dit a posteriori qu'on sera remboursé par l'assurance. Est-ce que ça, c'est une bonne stratégie? Oui. C'est dangereux, non? Ça dépend des contrats. Si vraiment, ça dépend, non, honnêtement, si on est en rez-de-chaussée, on a une maison avec une chambre, donc il n'y a pas d'ambiguïté comme quoi la cause du malheur du sinistre, c'est l'eau qui monte. On aura probablement le maire qui va faire une demande d'arrêté de catastrophe naturelle. On aura la catastrophe naturelle qui va arriver. Après tout ça, on a l'arrêté qui est publié au journal officiel. Et là, il faut faire une déclaration à l'assureur. D'accord. Et dans les garanties qu'on a dans la multirisque habitation, la MRH, il y a obligatoirement des garanties d'ICATNAT, dont une qui est la garantie de prise en charge des frais de relogement. Donc, si on est vraiment touché en direct, vraiment, on a les pieds dans l'eau. Dans la panique, on prend des décisions un petit peu guidées par la peur. Il n'y a pas d'ambiguïté, il faut garder les factures, les preuves, etc. Mais les garanties de relogement depuis fin 2023 sont obligatoirement dans tous les contrats de multirisque habitation qui sont sur le territoire français. Voilà. Du côté des agriculteurs, la situation elle est aussi critique. On sort en plus à peine de la pire moisson depuis 40 ans, avec déjà des pertes très importantes, malgré l'aide de 5,5 millions débloquée par la région. Thierry Desforges, vous êtes en visio avec nous. Vous êtes agriculteur dans l'Essonne. On sait à quel point la situation est pénible et ce depuis plusieurs mois. Vous aviez déjà tiré la sonnette d'alarme en début d'année. On se souvient de cette crise agricole. Quelle est la situation pour vous aujourd'hui après ces inondations ? En fait, là on est, j'en parlais ce matin avec mes collègues. Là, on va fêter bientôt les 12 mois du début de la crise climatique, en fait, en tout cas liée aux intempéries, puisque ça a commencé le 17 octobre 2023 avec un cumul de précipitations qui, sur 12 mois glissants, approche les 1000 mm. Alors tout à l'heure, je vous entendais parler de 600, évidemment, ou de 700, on parle de moyenne nationale. Il y a des secteurs en France qui sont touchés plus par la sécheresse, d'ailleurs, et si on parle du sud-ouest de la France. Et puis, nous, on est plutôt touchés par les excès d'eau.
Et en fait, à ces excès d'eau, en fait, il faut bien y associer la gestion de l'eau, parce que en fait, on est dans une période où on parle d'ailleurs, et j'entendais des gens du GIEC, et je crois que des gens du GIEC s'opposent dans certains cas à certains projets de rétention d'eau et de gestion de l'eau, mais on est vraiment là-dedans, c'est-à-dire qu'on se retrouve avec des périodes où on a encore de la sécheresse et des périodes où on a des excès d'eau. Moi, je pense qu'en fait, en gérant mieux l'eau au niveau national, on aura des solutions à la fois pour mieux contenir cette eau quand elle arrive en excès et mieux l'utiliser quand on est dans des périodes de sécheresse. Donc ça, c'est vraiment l'enjeu pour moi, en tout cas de l'agriculture, c'est la gestion de l'eau. Qui fait partie de la boîte à outils de la pérennisation et de la pérennité de nos exploitations sur le territoire français et aussi de l'attractivité de nos territoires, parce que on est aussi dans une crise démographique où il faut savoir quand même que d'ici 10 ans, on aura 40% des agriculteurs qui vont partir. Et en fait, comme je le rappelais moi la semaine dernière, le risque qu'on a avec cette succession de phénomènes climatiques difficiles, c'est qu'en fait cette courbe démographique, en tout cas le renouvellement de des générations, risque de s'accélérer. Voilà. Avec la crise d'attractivité que connaît le monde agricole. Je vais juste laisser François Gemène répondre à cette question de la gestion de l'eau. Oui. Est-ce que vous rejoignez Thierry Desforges sur la nécessité d'avoir une politique ambitieuse en matière de gestion de l'eau ? Le problème, je dirais, en France, c'est qu'on a longtemps considéré qu'au fond, on avait de l'eau de façon surabondante et qu'on n'avait pas vraiment besoin de se tracasser de questions de technique de stockage, ni potentiellement de questions de tarification, etc., qui vont au-delà de la question de l'agriculture. Aujourd'hui, on se rend bien compte qu'on va devoir avoir une vraie politique de gestion de l'eau. Ça fait partie d'un plan eau que le gouvernement avait présenté il y a maintenant 1 an et demi, 2 ans. C'est bien de le faire, mais c'est évidemment très très tard. Alors, soyons clairs, juste sur la question, le GIEC ne fait aucune recommandation par nature. Nous, ce que nous faisons au sein du GIEC, c'est simplement d'évaluer le coût des différentes solutions et les possibilités. Et après, c'est évidemment chaque État qui décide la manière dont il entend gérer sa ressource. Ce n'est pas du tout à nous, chercheurs, de nous substituer à la décision. À la décision publique, notamment. Thierry Desforges, une dernière question peut-être sur l'état des dégâts aujourd'hui pour les agriculteurs d'Île-de-France et notamment pour vous dans l'Essonne. Si je parle de mon cas personnel, en fait, moi, je suis producteur de légumes secs également, notamment de lentilles vertes. J'avais à peu près 10% de mon assolement, en fait, de ma surface cultivée qui était implantée en légumineuses, donc en lentilles, que j'ai essayé de ramasser, en fait, et malheureusement, c'est impossible à ramasser parce que les excès d'eau ont plaqué les lentilles par terre. Elles ont germé sur pied, donc en fait, voilà, j'ai l'intégralité de ma surface de lentilles sur 22 hectares. J'aurais dû ramasser environ 30 ou 40 tonnes de lentilles et j'en ai ramassé 500 kilos. Voilà. Donc ça, c'est pour les lentilles. Idem pour les tournesols qui sont encore sur pied, qui sont pas mûrs mais déjà en train de germer sur pied, les pieds dans l'eau avec voilà, des dégâts, une partie qui ont versé, donc qui se sont couchés, qu'on n'arrivera pas à ramasser. Donc en fait les impacts alors j'avais déjà estimé quasiment à un peu moins de 100 000 euros les pertes sur les céréales, avec en plus un système assurantiel qui est un peu pervers, mais bon, qui est fait comme ça, hein, on l'accepte. C'est-à-dire qu'on a une franchise de 25% sur nos pertes, et moi je crois que j'arrivais sur les céréales à peu près 26 ou 27%, mais en plus avec des pertes de prix, c'est-à-dire que le marché s'est un peu effondré cet été, donc en fait on avait assuré un peu plus à un niveau de prix un peu supérieur, élevé, hein, oui, mais en fait pour 1% on ne déclenche pas. Pour 1% de perte supérieure à la franchise. Donc en fait, ça vaut pas le coup de lancer tout le mécanisme de déclenchement des systèmes assurantiels. Donc finalement, on se retrouve dans une situation où on a déjà perdu à l'automne. Et là, en fait, voilà, sur les tournesols, on va déclencher, mais sur les lentilles, en fait, ça fait 3-4 ans que c'est difficile. Donc en fait, soit on a trop de sécheresse, soit on a trop de pluie. Et dans les deux cas, en fait, on perd. Du dérèglement climatique dont on parlait tout à l'heure en plateau, on comprend en tout cas que la situation est extrêmement compliquée pour vous dans l'Essonne, pour les agriculteurs. Et l'un va renforcer l'autre parce que les sécheresses vont renforcer le risque d'inondation puisque des sols asséchés vont être moins capables d'absorber l'excès de précipitations.
Et donc, comment est-ce qu'on réagit là? Donc, il y a cette logique assurantielle pour les personnes sinistrées. Oui, mais la vraie logique, et je rejoins M. Gémen, c'est vraiment une action politique. Vraiment, il faut qu'on ait une action politique plus ambitieuse que celle qu'on connaît actuellement. Là, j'ai des convictions aussi sur le sujet. Il faut que les Français acceptent qu'on va changer des choses et que ça ne va pas être de l'argent public et que ça ne va pas être facile. C'est forcément du moins à certains endroits. C'est forcément moins de facilité d'installation sur certains territoires, c'est forcément des plans locaux d'urbanisme plus contraignants. Des contraintes qui vont être plus fortes. Ou des permis de bâtir qui sont plus délivrés dans des zones inondables. Il n'y a pas de solution. Il faut qu'on accepte. Il n'y a pas de solution miracle. Il n'y a pas de solution miracle. Il faut qu'il y ait des contraintes ou des choses qu'on faisait facilement et qu'on ne fera pas. Il faut transformer notre société et notre bâti notamment. Voilà. Pour ne plus être simplement victime de ces événements climatiques qui vont se répéter, on n'arrête pas de le dire. Que l'adaptation, ce n'est pas un renoncement à nos politiques de décarbonation de l'économie, c'est simplement une question de réalisme et une stratégie complémentaire. Évidemment qu'il faut réduire nos émissions, mais il faut aussi nous adapter aux impacts du changement climatique. Il faut éviter ce qui serait ingérable, mais aussi gérer ce qui est déjà inévitable. Merci beaucoup à tous les trois en plateau et à Thierry Desforges avec nous en visio. Je vous propose qu'on passe maintenant à la culture. L'histoire paraît toute simple. Une veuve, aussi jeune que jolie, souhaite se remarier et ça se bouscule au portillon, c'est peu de le dire. 4 prétendants, un anglais, un espagnol, un français et un italien. Le cadre, le Venise du XVIIIe siècle, le grand canal, des fastueux palais, un café mythique, le décor de La Veuve rusée est posé dans une mise en scène de l'italien Giancarlo Marinelli. Nous y étions jeudi soir, on a adoré, on va en parler avec les comédiens. Caterina Murino dans le rôle de La Veuve rusée. Merci beaucoup d'être avec nous. Merci à vous. Merci infiniment. Vous êtes accompagné de Thierry Harcourt dans le rôle du Lord anglais, l'un des 4 prétendants. La Veuve rusée, c'est une comédie piquante écrite en 1748 par Carlo Goldoni, présentée pour la première fois à Venise d'ailleurs la même année. Elle est célèbre pour être la première pièce italienne finalement écrite qui conserve les codes de la Commedia dell'arte. On se régale à retrouver Harlequin, à retrouver votre servante qui est aussi votre cousine, qui est une amie. On est face à une comédie d'intrigue, de péripéties, de mœurs, on rit énormément. Je trouve que le pouvoir comique, il est très travaillé, il est vraiment exploité jusqu'au bout. Merci infiniment, c'est magnifique ce que vous avez dit. Donc oui, elle est exploitée, mais elle est extrêmement intelligente, elle est féministe et surtout très moderne, parce que 1748, l'image de la... Quelqu'un a écrit La Veuve rusée était vraiment déjà fait partie de l'Europe, de la communauté européenne déjà à l'époque 1748. Oui, bah oui. Et les codes en fait des 4 prétendants sont exactement un peu comme aujourd'hui. Bien sûr, c'est un peu caricatural. Oui, il y a des archétypes qu'on retrouve, mais c'est exactement pareil. L'anglais, il n'a pas beaucoup bougé, à part l'humour de quelqu'un anglais. On se joue des stéréotypes, mais on s'en joue absolument. Mais c'est vrai qu'elle est d'une grande modernité, parce que Commedia dell'arte, certes, mais aujourd'hui, elle est tout à fait réelle. Il y a un côté universel, intemporel aussi. Exactement, rien n'a changé en fait, et surtout les codes de l'amour, on n'a pas changé. Ça, c'est vrai. Je vais choisir sûrement le pire, mais je cherche. Mais tant pis, parce qu'on aura essayé jusqu'au dernier moment d'aller faire le meilleur choix par le cœur et la raison. C'est pas moi qui le dis, c'est Jean. Exactement, c'est pas le cœur, c'est la raison et l'esprit. Et donc, je vais chercher et je vais choisir l'amour et la fidélité. Une pièce très moderne, mais dans les choix étaient aussi beaucoup de Giancarlo Marinelli, le metteur en scène, de justement nous nourrir de tout cela, de nous dire voilà, c'est une histoire absolument moderne, mais c'est une pièce qui est classique, mais une histoire absolument moderne. La facture est très classique. Voilà. Par contre, elle a été conservée dans la mise en scène. Il y a les costumes aussi qui permettent d'être baignés dans cet environnement particulier. Ils sont magnifiques, ils sont confectionnés dans l'atelier vénitien de Stefano Niccolao dans un style très renaissance, baroque. Il y a cette lumière tamisée aussi et ces décors absolument magnifiques. On va commencer par le début. Sinon, c'est pas marrant. Donc, je vous propose qu'on regarde la bande-annonce et ensuite on parlera du déroulé de la pièce. C'est parti. Mais voilà, pourvu de 4 amants, chacun avec ses mérites et ses bizarreries. L'italien est fidèle, mais trop jaloux. L'anglais est sincère, mais trop imprévisible. Le français est galant, mais trop apprêté. L'espagnol est amoureux, mais trop sévère. Je suis la veuve rusée. Je connais la vie. Et je sais que pour choisir un amant, il faut ouvrir un œil. Et pour choisir un mari, il convient d'en ouvrir 2. Et si cela ne suffit pas, il faut utiliser le microscope de la prudence.
Vous en avez eu un aperçu dans la bande-annonce, mais la pièce commence par l'arrivée d'un troubadour, qui n'est pas un troubadour, hein, c'est d'autres qu'Arlequin. Je le dis parce qu'il a une importance dans la pièce majeure. C'est lui qui va être un petit peu le lien entre ces quatre hommes qui arrivent ensuite de 4 pays différents, 4 costumes, de 4 couleurs différentes pour les distinguer. Ils font les coqs, hein. Vous faites le coq sur une place de Venise, dans un décor quasi impressionniste. Vous êtes le lord anglais. Absolument. Quelles sont les caractéristiques de ce lord anglais? Il parle peu. Quand il parle, c'est assez direct, c'est assez cru, cru. Acide. Et voilà. Mais il dit les choses telles qu'elles sont, il ne se cache pas. Je suis absolument sincère. Voilà. Mon amour. Je t'aurais choisi, mais malheureusement. Mais j'attends toujours tous les soirs. En fait, la veuve rusée, c'est ça. En fait, mon idée, c'était d'échanger à chaque soirée les prétendants. Mais par contre, j'aurais dû avoir 4 monologues différents. Et là, déjà, pour apprendre le dernier. Ça fait du boulot. Ça fait du boulot. J'ai dit, bon, je garde la fin. Par contre, et justement, je peux pas dire. L'héroïne arrive sur scène, c'est Rosaura Lombardi. C'est Rosaura Lombardi de Venise. Donc, mon mari, mon vieux mari vient de décéder de la tuberculose. Et donc, je me retrouve avec mon vieux oncle Pantalone qui me garde dans la maison. Donc, je suis extrêmement riche parce que je suis fille d'une marchande. Et l'époque aussi est très importante. C'est que Giancarlo Marinelli nous avait expliqué. En fait, c'est une époque où le marchand de Venise, qui était extrêmement riche pendant une immense période à Venise, il commence à perdre un peu de pouvoir. Donc, le mariage doit être réussi et forcé avec la terre. Donc c'est pour ça que les 4 personnages ils viennent de la terre et plus de la mer. Donc on a le royauté espagnole, Monsieur Lord Rumbeef qui est extrêmement riche de l'Angleterre. Un gentilhomme français. Un gentilhomme français qui est juste foufou et génial comme tous les Français un peu avec cette velléité de la mode et de la beauté et le romanticisme qui s'imprègne avec le conte italien. Bien sûr. Et donc c'est une période historique très importante où aussi les codes de l'argent et tout ça est vraiment très important. Et ils sont présents d'ailleurs dans la pièce par les cadeaux qui vont être choisis par les uns, par les autres, parce qu'ils ont à offrir, et puis finalement leurs défauts également. Bon, vous voulez tous la séduire, on comprend. Absolument, bah oui. C'est difficile de ne pas vouloir quand même. C'est difficile, faudrait être un peu bête. Hein. C'est-à-dire qu'on a quand même de la chance d'être tous les 5, parce que Tom Leb qui joue Arlequin et nous 4 prétendants, on est quand même accompagnés des 2 femmes les plus belles de Paris, donc c'est quand même très agréable. Il y a pire dans la vie, voilà, il y a pire comme tous les jours, pièce. On n'a qu'à regarder, voilà, on tombe amoureux, c'est très agréable. Et donc, merci Monsieur Lord Rumbeef. Et donc, moi, j'ai une servante. Et vous avez une discussion géniale avec elle. Avec elle, c'est. Qu'est-ce que je dois faire finalement? Puis elle vous donne des conseils un peu. Elle me donne des conseils, mais elle aussi sait que la féminité, et donc les femmes, ils choisiront toujours peut-être le moins pire, mais c'est toujours pas vraiment la côté génial. Et elle ne voulait pas se marier, mais moi, que je la force un peu pour sortir du fait qu'elle est servante. Il y a la pièce est restée vraiment complètement classique, entre guillemets, fidèle à Goldoni, mais Giancarlo l'a réduit parce que la pièce normale fait 2h50. Et donc, on vous tient seulement 1h45. Et donc, Giancarlo était obligé à réduire et à enlever aussi des personnages. Et donc, a uni le personnage des marionnettes, de ma servante, à ma sœur. Dans la pièce, normalement, c'est ma sœur qui doit se marier. Et donc, moi, j'ai cette proximité importante quand même. Et puis, c'est ce côté confidence où vraiment vous arrivez à vous livrer. Parce que sinon, c'est déroutant qu'une femme de cette envergure se confie autant et demande autant de conseils à sa servante. Mais il y a aussi la place de la femme. C'est-à-dire que les femmes, ces 2 femmes-là sont beaucoup plus complexes, beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus intelligentes que les 5 mecs. Et elles sont vraiment... Et Goldoni est un auteur pour les femmes qui est assez impressionnant parce que c'est quand même 1748, c'est il y a très longtemps. Et ce sont 2 femmes, c'est la libération de la femme quand même. C'est hyper moderne. Et donc leur relation en effet est très forte et elles sont très différentes l'une de l'autre, mais il y a une entente et une intelligence commune. Voilà. Alors, vous incarnez ce lord anglais, Thierry Harcourt, vous êtes un peu méprisant, très sûr de vous, la fidélité, très peu pour vous, fidélité, ça vous intéresse peu. Tant que je suis là avec la personne, je suis fidèle. Si je vais ailleurs, je suis fidèle à l'autre personne. Un gentilhomme français qui vous complimente pour votre beauté, mais qui veut quand même vous refaire votre coupe de cheveux. Vincent Desagna. Voilà, un noble espagnol très autoritaire, issu d'une lignée princière, il y tient, il est parfaitement odieux. Vincent Desagna. Et un comte italien qui vous fait une crise de jalousie
jalousie dès le premier jour. C'est un jaloux maladif. Pierre Rochefort. Et vous l'avez dit tout à l'heure, chaque personnage, en fait, c'est un cliché, c'est un archétype. Et on joue sur ces codes, on les expérimente jusqu'au bout. Le fond, c'est exactement pareil. En fait, on sait que les hommes italiens sont extrêmement jaloux. Donc tout ça, ces archétypes, ça reste vraiment... c'est une vérité oui, non, je le souligne, c'est une vérité. Et les femmes? Et les femmes, malheureusement, il y a un côté qu'il y a beaucoup de femmes en Italie qui acceptent ça. Et moi, je vais pas parler de ça, mais en fait, tous les féminicides que malheureusement on a beaucoup en Italie, beaucoup plus qu'en France, malheureusement, ils parlent beaucoup de cette jalousie qu'une fois qu'une femme décide de quitter l'homme, après l'homme devient fou et la tue. Et donc on a malheureusement en Italie, un peu partout, féminicides qui sont liés à la jalousie. Donc en fait, moi, quand je l'ai lu, j'ai eu ces problèmes en lisant, et chaque soirée, j'y pense. Bien sûr. C'est important que vous ayez l'occasion de le dire. Ah bah c'est vraiment très très difficile pour moi parce que malheureusement, il y a beaucoup de femmes qui perdent la vie à cause de ça. Mais bien sûr, on a l'impression que Pierre, à la fin, notre conte italien, il comprend. Tout à fait. Et c'est une phrase aussi qui est marionnette, Sara Biasini, l'excellente Sara Biasini. Il dit, moi aussi, je ferai la même chose. Je ferai mourir de jalousie parce que la jalousie, c'est quelque chose de totalement idiot. Oui. Si tu aimes une personne, il faut arrêter. Donc, en fait, oui, c'est vrai. C'est une leçon de vie aussi. C'est une leçon de vie et on a l'impression à la fin que les contes italiens, ils comprennent ces problèmes pour guérir. Oui, on a tous grandi, on a tous évolué. Dans une bonne pièce, il y a une évolution. Donc, en effet, on arrive avec nos attentes et puis on en sort avec ce qui s'est passé. Et, voilà. Sauf l'espagnol, qui se pique un peu jusqu'à la fin. Qui se pique, mais bon. Exactement. Mais après, le ton est tellement de la comédie et puis ça rit beaucoup parce que c'est très drôle. C'est plus léger qu'il n'y paraît quand on lit. Mais ça fait beaucoup réfléchir en tout cas. Absolument. Ça soulève des questions qui sont des questions existentielles et qu'on se pose tous sur l'amour, sur la fidélité. On en parlait tout à l'heure avec ce fameux lord anglais que vous représentez. Moi j'aime bien aussi ce que veulent dire les cadeaux que chacun des prétendants vous offre. Il y a quelque chose de sadique, quelque chose de chacun. Alors on fait du français un narcissique absolu, avare en plus, pas généreux. Donc c'est difficile de craquer pour un français radin, mais c'est rigolo. Mais c'est Vincent Desagna, donc on craque quand même assez facilement parce qu'il est vraiment charmant. Ça aide. Mais c'est ça qui est rigolo, c'est qu'à chaque fois on se rend compte que dans les personnalités des uns et des autres, il y a du bon et puis il y a acheté aussi. Exactement. Et vous justement, c'est ce qui vous tourmente. C'est ça, c'est qui va choisir. L'italien est fidèle mais trop jaloux, l'anglais est sincère mais trop imprévisible. Alors moi j'offre des diamants, j'offre des bijoux. Est-ce que c'est vraiment un joli geste? J'en sais rien. Peu importe, parce que finalement, dans 2 jours, vous j'ai de l'argent, j'achète des bijoux, je les donne. Si ça veut rien dire. Combien de femmes tu as donné ces bijoux à cette bague? Moi, quand je t'ai posé une question, j'ai dit c'était qui la plus belle? Parce que pour toi, je pense à envoyer 10. T'as 10 bagues. T'as envoyé 10 bagues. Je la regarde. Je la regarde. T'as envoyé ce pauvre Tom Leb Arlequin à envoyer des bagues à toutes les femmes de Venise. Ce vecteur de Tom Leb qui est brillant dans Arlequin, ce rôle. J'adore ce rôle. Ce personnage est génial. Le personnage est génial et ce que Tom en fait, c'est extraordinaire. Il fait rire sur chaque. Enfin, il est vraiment merveilleux. Pour sa première fois au théâtre, c'est pas mal. Sa première fois au théâtre, il se démerde bien. Mais c'est vrai qu'il y a ce parcours aussi social, du coup. Parce que lui n'a pas l'argent, lui n'a pas d'enjeu autre que d'essayer de récupérer un peu de fric par-ci par-là. Oui. Et de peut-être. C'est un peu l'homme à tout faire, mais c'est rigolo parce qu'il réalise des entourloupes. Et puis il est malin. Quand il se trompe sur les fameuses lettres de remerciement que vous adressez à vos prétendants. Il sait exactement quoi faire. Mais vous comprenez rien, en fait. C'est parce qu'elle est plus maligne que vous. Et c'est rigolo parce qu'il y a toujours c'est un personnage qui est très intéressant. Au début, on se dit, bon, est-ce que c'est nécessaire? Parce qu'en fait, il pourrait n'y avoir que vous, la servante et les 4 prétendants. Et en fait, on se rend compte à quel point c'est un liant. Oui. C'est vraiment, elle est vraiment très importante. C'est un peu un Deus ex machina. On a besoin complètement de lui et aussi son intelligence. Je ne sais pas, on est très intelligente, ok, on le sait, mais on ne sait pas si Marionnette, la veuve, elle aurait pu s'inventer des trucs comme ils inventent pour les textes dans les lettres. Il réfléchit sur le moment surtout. Il a cette espèce de réflexion super rapide. C'est ça. Incroyable. C'est parce que la vie est tellement dure avec lui qu'elle est obligée de décider. Il représente un peu, c'est l'acteur, le type qui n'arrête pas de se masquer pour devenir un autre et très très rapide. Il est vraiment l'acteur comme le théâtre italien l'a créé. Il représente l'acteur du coup. Et Tom a tout à fait ça, donc il devient très très différent physiquement dans ses voix, dans tout ce qu'il fait. Et bon, ça marche très très fort. Il y a un moment que j'aime beaucoup, c'est un peu le passage obligé d'une comédie de cette époque, c'est le duel. Alors là, il ne sera rien de très chevaleresque, c'est plus une sorte de combat
combat d'escrime un peu particulier sur fond de musique classique. Sur fond du Vivaldi, je vais vous dire, je prends un plaisir fou à faire ça. Ça doit être génial à faire. C'est génial à faire parce que d'abord c'est très très stylisé, j'adore ça, c'est très très beau. Je me bats avec Pierre Rochefort, derrière il y a Vincent Denière et Vincent Dezagne. Vous prenez bien les coups et moi je suis derrière en disant est-ce qu'ils vont être en synchro, synchro. Qu'il y ait des bleus. Il m'a bien abîmé le doigt la dernière fois. C'est pas mais bon, c'est normal. Et parce qu'on y va vraiment. Et c'est très jouissif à faire. C'est très jouissif. Et je trouve que en plus l'image est belle. Donc c'est toujours agréable. L'image est magnifique. Il y a un côté très cinématographique. Absolument. C'est génial. Bon, cette veuve, elle n'est pas que riche, jeune et jolie. Elle est aussi rusée. Raison pour laquelle vous montez un stratagème avec l'aide de marionnettes. L'idée finalement, c'est de se grimer en maîtresse, en séductrice, pour aller voir lequel de ces 4 prétendants va réussir à résister à la tentation. Une aventure amoureuse avec une compatriote. Avec une compatriote. Là, c'est rigolo. Là, c'est très rigolo. Vous devenez française. Je cherche à devenir française, un peu anglaise, un peu espagnole et italien. Ça, c'est plus facile. C'est plus facile. Et là, c'est vraiment... En fait, pour vous, je ne sais pas, j'ai posé une question à mes collègues. On est presque à la fin et pour vous, c'est un peu à la descente. Ouais. Et moi, c'est que le début. En fait, quand on est presque à la fin, quand je dois faire tous ces personnages-là et après les monologues finales, quand je pense normalement à la pièce, on est presque à la fin, on est plutôt tranquille. Pour vous, c'est un moment... Pour vous, c'est le moment où ça commence la pièce. Donc, c'est vraiment très fatigant et c'est extrêmement jouissif. Oui, c'est une pièce qui demande... On ne dira pas lequel des 4 résiste à la tentation, parce qu'il faut garder ce suspense-là. Mais c'est génial. C'est extrêmement jouissif. C'est une pièce que j'adore et que j'ai montée depuis 1 an. Et je remercie Richard Cailla et Rosario Coppolino, ce sont les 2 producteurs italiens et français qui nous ont suivis dans cette folie avec Giancarlo Marinelli, en tant que metteur en scène. Et j'ai amené un peu les décors et les costumes, donc Stefano Nicolao de l'Italie. Et c'était une vraie coproduction. Donc cette pièce, maintenant, on va continuer avec les Bouffes parisiens. L'année prochaine, on sera en Italie. Oh, génial. Et en 2000... Elle sera avec des Italiens. Avec des Italiens. Vous vous êtes fait remplacer. Voilà. Pour la tournée italienne, oui. On revient pour la tournée française. Vous avez 1 an pour apprendre l'italien. Et donc, j'ai parti en Italie pendant 4 mois en tournée en Italie. Et après, en 2026, on fera la tournée en France avec mes chers collègues. On se retrouve tous en 26, on est très ravis. Absolument, tout le monde. Vous vous amusez ? Énormément. Je sais que c'est très cliché de dire ça, mais c'est vrai que pour une distribution qui a été faite, en effet, c'est une coproduction franco-italienne avec un metteur en scène qui ne nous connaissait pas. Il connaissait très bien Caterina, il a beaucoup travaillé avec elle et on le comprend. Mais il ne connaissait pas. Il a créé un groupe avec Richard Cailla d'acteurs qui sont tous très différents, qui viennent d'univers très différents et on s'adore. On est ravis de se retrouver. Je pense que c'est aussi ce qui fait que sur scène, ça fonctionne. On s'envoie des bisous d'un parti à l'autre. Pendant que vous regardez un spectacle, il y a un autre spectacle derrière. Oh, ça c'est génial, dans les coulisses. C'est un troupe que vraiment, on vous a formés tous ensemble et c'est une troupe géniale. C'est magnifique. En tout cas, quand on est dans c'est un vrai cadeau. On nous le dit beaucoup, que le public, et je pense que ça fait partie du succès aussi, que les gens disent, on sent qu'il y a un véritable respect et amour entre nous et qui est vraiment très très bien. Et on veut le meilleur du spectacle tout le temps. On est sans arrêt en train de le pousser. Engagement sur scène de la première seconde à la dernière et c'est magnifique quand on est dans la scène. Donc merci beaucoup. C'est ça que j'aime pour les troupes de théâtre. Merci à vous. Voilà. Merci infiniment. Merci à tous les deux. C'est La Veuve rusée, donc au Théâtre des Bouffes parisiens. C'était un plaisir d'en discuter avec vous deux. Je vous remercie beaucoup. Et on passe au Secret d'Île-de-France avec Brandon Warrett. C'est parti. Bonsoir Brandon, comment ça va ? Bonsoir Victoire, ça va bien et vous ? On vous retrouve pour de nouveaux secrets d'Île-de-France et là vous allez nous parler de la très célèbre affaire Dreyfus, une affaire qui a vraiment divisé la France. Eh bien oui, pourquoi en parler aujourd'hui ? Parce que demain, 15 octobre, c'est l'une des dates clés de l'histoire de cette affaire. En 1894, il est arrêté au ministère de la Guerre, cet homme. Alors pourquoi est-il arrêté justement ? C'est toute la question et ça débute en septembre 1894, rue de Lille, à l'ambassade d'Allemagne, avec Madame Bastian, les femmes de ménage. Alors femmes de ménage, elle fait surtout partie du service français de contre-espionnage. Et tous les jours, elle vide la poubelle. Enfin, elle fait mine de vider la poubelle pour voir ce qu'il y a à l'intérieur. Et elle découvre en septembre 1894 des documents, 6 documents détachés en de très très grands bouts. Bon, elle se dit, c'est quoi ? Elle transmet comme tous les jours à sa direction ces documents. C'est une sorte de bordereau. C'est le nom qu'on va lui donner, un nom célèbre. Alors, c'est pas daté. Voilà, c'est ce document précis. Ah oui, ça ressemble à une lettre. Voilà, c'est ça. En 6 morceaux, d'ailleurs, on voit, ça a été recollé.
c'est pas signé, c'est pas daté, ce sont des documents destinés à une puissance étrangère, c'est ce qu'on dit, documents ultra confidentiels de l'armée française. Alors c'est le branle-bas de combat au sein de l'armée française. Oui, j'imagine qu'on s'inquiète. Hein. On se dit qui est la taupe, qui est infiltré au sein de cette ambassade. On mène l'enquête longuement, Pas vraiment, non. Quelques jours seulement, et bien ça tombe sur le capitaine Alfred Dreyfus. Mais là il est arrêté. Il est arrêté effectivement au ministère de la Guerre, donc le 15 octobre 1894. Alors pourquoi lui? Déjà parce que c'est un peu l'archétype, le profil, portrait robot parfait dans cette France de la fin du 19e siècle. C'est assez triste de le voir comme ça. Assez triste effectivement. Alors déjà, il travaille au ministère de la Guerre. Donc il a accès à des documents importants. Il a accès à des documents confidentiels. Il est alsacien, donc il parle allemand. Il faut savoir que nous sommes en 1894. 15 ans plus tôt, il y a eu cette défaite humiliante de l'armée française face à la Prusse en 1871. Donc il a des facilités pour échanger avec l'ennemi. Jusque-là, l'état-major et le fait qu'il parle allemand, ça joue pas pour lui. Hein. Oui, et surtout, il est juif dans une France marquée par un profond antisémitisme et cette montée du nationalisme. On n'accepte pas la défaite de l'armée française et la perte de l'Alsace-Lorraine. Hein. Tous les Alsaciens parlent allemand à l'époque, donc c'est le parfait coupable. Il faut savoir aussi qu'on a... alors, au départ, ça reste assez interne, cette affaire. Mais la presse antisémite, elle relaye l'info assez vite. Effectivement, c'est Drumont qui va partager dans la libre parole. On dit, voilà, arrestation de l'officier juif Alfred Dreyfus. Et très rapidement, on a cette presse française, majoritairement, il faut dire 90% de la presse française qui se bat contre cet homme, inconnu au bataillon. Et donc, il faut quand même revenir à cette histoire de bordereau, parce qu'il y a cette écriture. On s'arrête sur quelques lignes. Et donc, il faut faire passer un test, j'imagine. Voilà, un test graphologique à cet homme. Ça vaut quoi à l'époque, les tests graphologiques? Pas grand-chose, non? Alors, en fait, c'est une sorte de dictée. Il faut savoir qu'on reprend des mots et des phrases de cette lettre, on lui fait écrire. Nous sommes en octobre 1894, il fait un froid de canard en France. Il faut savoir aussi qu'il écrit ce texte à l'extérieur. Donc, il fait très froid, il tremble un peu. Il grelotte? Oui, il grelotte. Et donc, on compare assez rapidement. Je dis, oui, ça fonctionne. Mais factuellement, ça ressemble, les deux écritures? Alors, ça ressemble. Selon l'armée française. Ça ressemble, on se dit oui, voilà, il est arrêté donc en 94. Alors, effectivement, on lui dit, il faut avouer, c'est mieux pour l'opinion publique. Il refuse, on lui donne une petite arme sur son bureau. Suicidez-vous, monsieur Dreyfus. Il refuse encore une fois. Il dit non, je ne suis pas du tout coupable. Alors, ça suit, la presse continue de partager énormément d'articles contre lui. Il est jugé assez rapidement par un conseil de guerre. Alors, un procès expéditif, on parle à huis clos. Sans presse, sans public, pendant 3 jours seulement, avec des preuves. Imaginez quand même, dans son contexte à l'époque, des preuves tenues secrètes. Même l'avocat d'Alfred Dreyfus ne connaît pas les preuves. N'a pas du tout accès à ces preuves. Il est effectivement rendu coupable, jugé pour haute trahison. Condamné, haute trahison. Il est condamné alors, dans un premier temps, au bagne sur l'île du Diable, en face de Cayenne, qui est considéré comme l'un des pires endroits sur Terre, pour la France, effectivement. Et en même temps, ça ne s'arrête pas là, puisqu'il est humilié devant la France entière. Et regardez cette image dans la cour d'honneur. Dégradé, on dit, je crois. Dégradé, effectivement. Et cette humiliation capitale pour un militaire. Dans la cour d'honneur de l'école militaire, on lui brise son sabre, on lui enlève ses insignes militaires. Devant, quand même, il faut le dire, 20 000 spectateurs venus en nombre et ses 4 000 soldats. Quand même, l'humiliation totale. Il arrive sur l'île du Diable, donc en face de Cayenne, où il vit seul. C'est le seul habitant dans des conditions épouvantables. Il mange très peu, il perd 10 kilos en quelques jours. Alors ça, c'est une page importante de l'histoire. Ensuite... Il y a un homme quand même. Oui, Marie-Georges Picard. Il est lieutenant-colonel, il prend la suite de cette enquête qui est arrêtée, l'enquête. Mais lui, il se dit, il y a quelque chose qui ne va pas, c'est l'écriture. L'écriture, pour lui... ça ne correspond pas. Rapidement, il mène une enquête interne, il n'en parle pas à l'armée parce que c'est quand même sa carrière qui est en jeu à cet homme. Il est lui seul contre l'armée française et l'opinion publique. Et il se rend compte... puis une opinion publique qui est convaincue, il n'y a pas de doute. Totalement convaincu de la culpabilité, effectivement, d'Alfred Dreyfus. Il se dit non, ça correspond à l'écriture d'un certain Esterhazy, qui est un grade supérieur d'Alfred Dreyfus. Bon, effectivement, oui, ça peut correspondre. Alors, cet homme-là, exilez-vous, monsieur, allez en Angleterre. Ah, on l'exile quand même? On l'exile, il finit ses jours là-bas. Il meurt d'ailleurs en Angleterre, on n'en parle plus. La presse continue de se battre et d'un seul coup, il faut dire que dans cette fin du 19e siècle, début 20e siècle, on a une France de la Troisième République qui se coupe en deux. D'un côté, les Dreyfusards, qui sont convaincus de l'innocence d'Alfred Dreyfus, et les anti-Dreyfusards, qui sont convaincus de la culpabilité de cet homme. On a, en septembre 1896, le journal L'Éclair qui va publier toutes les preuves. Les preuves de qui ?
de l'armée française. Celles qui n'ont pas été divulguées pendant le procès. Exactement. Ensuite, d'autres journaux qui sont profondément antisémites continuent de partager des preuves. On va découvrir, parce que le public n'a pas connaissance encore de ce fameux bordereau. C'est un facsimilé qui est partagé par le journal Le Matin. Les Français se disent, bah oui, s'il y a cette écriture, c'est forcément Alfred Dreyfus. Alors après ça, on a l'avocat d'Alfred Dreyfus, Bernard Lazare, qui va se battre et qui est convaincu. Alors vous allez me dire, c'est le but de l'avocat, bien sûr. Oui, mais il fait un travail remarquable. Hein. Oui, il fait un travail effectivement remarquable parce qu'il va échanger avec le vice-président du Sénat, Auguste Schröder-Kessner, qui est assez rare à l'époque, hein, d'avoir cet échange entre l'avocat et la politique et le monde aussi assez gradé. Et il lui dit, voilà, le bordereau, ce n'est pas lui, c'est Esterhazy, je vais vous donner les preuves. Alors il faut savoir aussi qu'à l'époque, on a... une France partagée en deux dans l'opinion publique. Il y a quand même des soutiens derrière. Des soutiens de taille. D'ailleurs, le surnom d'intellectuel qu'on donne aujourd'hui vient de cette affaire Alfred Dreyfus. Parce qu'on a tous ces Dreyfusards, vous le voyez, Georges Clemenceau et Léon Blum, on a Émile Zola, bien sûr, on a Octave Mirbeau, Anatole France, qui vont défendre profondément cet homme. Et la plupart de tous les intellectuels, d'ailleurs, de l'époque. C'est plutôt rassurant. Comment ? C'est plutôt rassurant. C'est plutôt rassurant, totalement. Il faut savoir qu'Émile Zola, c'est la grande star des écrivains français à l'époque, c'est le Victor Hugo des années plus tard. Il utilise sa popularité au service d'Alfred Dreyfus et surtout, il prend des risques aussi par l'opinion publique n'est pas du tout en lien favorable effectivement à l'innocence d'Alfred Dreyfus. Regardez ce qu'il dit, la vérité est en marche et rien ne l'arrêtera. Il publie 3 articles. Visionnaire en plus. C'est dans le Figaro qu'il publie ça. Génial. Alors à l'époque, le Figaro qui est quand même, il faut le dire, alors Dreyfusard, entièrement Dreyfusard, sauf que les lecteurs, le problème c'est que tous les lecteurs français sont anti-Dreyfusard. Ils considèrent que c'est un traître Alfred Dreyfus, donc le journal, le quotidien perd 75% de son lectorat. Donc conservateur mais Dreyfusard. Voilà, ils vont plutôt vers des journaux antisémites d'ailleurs, mais bon, encore aujourd'hui, compte tenu de la longévité du journal Le Figaro, c'est une preuve qu'il a bien fait effectivement d'aller dans ce sens-là. Donc effectivement, on a cette opinion publique, l'avocat d'Alfred Dreyfus qui continue de se battre, et regardez 1898, et oui, c'est un tournant historique dans cette affaire. Alors, il faut dire quand même qu'Émile Zola prend un risque considérable. Le journal L'Aurore prend un risque aussi, à l'époque, vendu à 30 000 exemplaires, record de vente historique, 300 000 ventes. J'accuse les falsificateurs, j'accuse l'armée, j'accuse le président de la République, j'accuse le ministre de la guerre. Il sera condamné. Vous savez que ça me fait toujours la même chose. Mais imaginez quand même. C'est incroyable de ce courage de cet homme. Attaquer le président de la République en 1898, c'est absolument historique. Il prend des risques aussi pour sa carrière personnelle et aussi pour ne pas être condamné à mort. Il est condamné. Mais ça fait du mal au gouvernement. Hein. Ça fait du mal, effectivement. Une instabilité gouvernementale, une France tiraillée en deux, et ça devient une affaire d'État. Alors, évidemment, grâce à Émile Zola, on a l'affaire, on a un nouveau procès de Dreyfus, plus de condamnation au bagne, mais quand même 10 ans de prison et une nouvelle fois dégradé dans la cour d'honneur. Terrible. Ça ne s'arrête pas, on a 1899, après, grâce à Émile Zola et tous les écrivains, il est gracié par Émile Loubet. Effectivement, enfin, après il est réhabilité dans l'armée en 1906, il y a voilà, regardez cette image, une nouvelle fois dans la cour d'honneur de l'école militaire, eh bien, il est fait chevalier de la Légion d'honneur, là où quelques années plus tôt, il a été humilié devant la France entière. Tout un symbole, hein. Cette photo, cette image, elle représente finalement toute l'affaire Dreyfus. Tout un symbole, effectivement. Et ensuite, il participera à la Première Guerre mondiale. Et lui, il meurt en 1935 à l'âge de 75 ans. Il y a un autre homme aussi, c'est un peu le héros de cette histoire, c'est ce que dit d'ailleurs le président du Conseil, Georges Clemenceau, Picard, le lieutenant-colonel, qui est promu, lui, général de brigade. Et donc, il deviendra même ministre de la guerre du gouvernement Clemenceau. Et l'affaire se clôture avec les cendres d'Émile Zola transférées au Panthéon en 1908. Merci beaucoup Brandon de nous avoir si bien raconté cette incroyable affaire Dreyfus qui a tant divisé la France. C'était un plaisir de vous avoir encore aujourd'hui avec nous, comme tous les lundis. On vous retrouve bien sûr lundi prochain. Et moi je vous dis à demain, même lieu, même heure, toujours sur le canal 34 de la TNT et sur toutes vos box. À demain, bonne soirée.